c'est surtout les Anglais qui ont commencé la bataille avec une provocation en utilisant leurs fameux archers. En fait, les archers se sont mis à genoux, ils ont pris un peu de terre dans leurs mains, qu'ils ont mis dans leur bouche en signe de communion. Et là, en fait, il y a le chef des archers anglais, Thomas Erpingham, qui dit no strike. Donc, du coup, on y va. Et du coup, ils ont envoyé leur première volée de flèches. Et là, c'est à ce moment-là que la bataille a commencé. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous. Azincourt, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et je me suis rendu compte qu'en fait dans Passion médiéviste, on parle assez peu des batailles dans ce podcast, si ce n'est peut-être dans le format Super Joute Royal. Peut-être que ce qu'on appelle parfois l'histoire bataille est un peu passé de mode à l'université, et pourtant l'étude de tel événement a encore largement du sens aujourd'hui, et partout en France, vous pouvez apprendre des choses sur l'histoire de ces batailles, et donc l'histoire de France, mais pas que. Aujourd'hui, je vous emmène sur un lieu qui revient souvent quand on parle de grandes batailles médiévales, de moments importants de la guerre de 100 ans, et faut le dire aussi, de défaites mémorables, auxquelles on fait même encore référence aujourd'hui, par exemple quand certains matchs de rugby se finissent mal pour le 15 de France. Je le dis aussi, vous vous apprêtez à écouter un épisode du format Hors les murs, le format où je vous emmène découvrir en immersion sonore, un lieu où l'histoire médiévale est encore présente aujourd'hui. Je vous conseille donc de plutôt l'écouter dans un lieu calme pour ne rien rater de l'immersion et du travail sur le son. Aujourd'hui donc, nous allons à Azincourt. Azincourt, c'est donc au nord de la France, entre Calais et Amiens, entre Le Touquet et Béthune. Aujourd'hui, c'est un village d'environ 300 habitants. Et Azincourt, ce qui est drôle, c'est que le nom des rues est assez centré sur la fameuse bataille. La rue des Archers rejoint la rue Charles VI, qui croise ensuite la rue Henri V. Mais que s'est-il passé à Azincourt en 1415 ? Alors, dans le village lui-même, pas grand-chose. Donc, il faut marcher un petit peu et aller à environ 1 km du village. Et pour parler de la bataille, je reçois 2 personnes. Alors moi c'est Ludovic Hiltenbrand et je suis le responsable du centre Azincourt 1415, donc un musée, centre d'interprétation situé à Azincourt sur forcément la bataille. Et aussi avec nous, on a Manon, bonjour. Bonjour, oui, donc je suis Manon et moi je m'occupe plus particulièrement de la programmation culturelle et du développement du public et un petit peu avec des missions de communication, le tout avec mon collègue Ludovic. Et aujourd'hui, alors auditeurs, auditrices, quand l'épisode sortira, on sera en été, il fera beau, j'espère. Là, je vous avoue qu'on a un petit peu froid. Alors, on enregistre au milieu d'un champ. Et on peut dire tout de suite, à part une belle plaine avec des plantations et des cultures, j'imagine, au fil de l'année, il n'y a pas grand-chose à voir ici, en fait. Aujourd'hui, ce n'est qu'une simple pâture, mais fut un temps, ça a été le siège du champ de bataille lors de la bataille d'Azincourt, donc le 25 octobre 1415. Il faut vraiment s'imaginer pour bien comprendre, mais ouais, ça a été vraiment un endroit très important. Déjà, du coup, avant de parler de l'événement historique, parlons un tout petit peu géographie. Déjà, première question, comment on est sûr que la bataille d'Azincourt a eu lieu ici ? En fait, c'est tout simple parce que si on suit les chroniqueurs de l'époque, ils sont tous d'accord, la bataille a eu lieu entre 2 bois, entre le bois de Tramcourt et le bois d'Azincourt. Donc là, nous sommes exactement entre le village de Tramcourt et le village d'Azincourt. Donc là, on est en haut d'un plateau, donc c'est un terrain assez plat, avec une vue assez dégagée, voilà, rempli de champs et quelques petits bois autour de nous. Et donc on va revenir un petit peu dans le temps, on est en 1415, donc on va en parler en pleine guerre de 100 ans, entre donc cet énorme conflit entre l'Angleterre et la France, mais pas que, il y avait quand même beaucoup de choses, et il va y avoir une bataille ici. Mais pourquoi on en est arrivé à se battre ici, dans ce champ ? Alors la bataille d'Azincourt a donc lieu, comme on l'a dit, le 25 octobre 1415, durant la fameuse guerre de 100 ans. Donc la guerre de 100 ans, elle commence officiellement en 1337, grosso modo pour des questions de succession. Il y a plein de causes relatives au début de la guerre de 100 ans, mais en gros ça commence comme ça. Le roi d'Angleterre revendique la couronne de France, et en fait c'est un roi français qui est nommé, c'est Philippe VI de Valois qui devient roi de France, en dépit des prétentions d'Édouard III, roi d'Angleterre, qui était tout à fait légitime également à être roi de France, mais bref.
Et donc, la guerre commence comme ça, et elle va s'étaler pendant, non pas 100 ans, mais bien sûr 116 ans. Donc, les dates officielles, c'est 1337-1453. Évidemment, durant cette guerre, il y a plein de périodes de trêve, de paix. On ne fait pas la guerre du 1er janvier au 31 décembre, ça va de soi. Et en fait, donc là, on va sauter un petit peu dans le temps. On passe directement à l'été 1415. Henri V, donc c'est le roi d'Angleterre à ce moment-là, il profite de la situation un peu chaotique en France, c'est-à-dire le roi de France Charles VI qui est fou, il est sujet à de nombreuses crises de démence. Plus, depuis quelques années déjà, avait éclaté un conflit civil, une guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. C'était en fait la fameuse, les deux parties du roi qui se déchiraient en quelque sorte les rênes du pouvoir. Et bref, cela a mené à une guerre civile. Et c'est le moment idéal que choisit Henri V pour débarquer en France. Et il se dit, moi je profite de la situation chaotique en France pour débarquer en Normandie et pour tenter de grappiller quelques petits bouts de territoire par-ci par-là. Et c'est pour ça qu'il débarque dans une petite ville du nom de Harfleur. Qui est donc pas loin d'ici. Et donc, pourquoi ils sont arrivés à se battre ici ? En fait, les deux armées ont fini par se retrouver, ça a été une sorte de course-poursuite parce que, grosso modo, le siège d'Harfleur dure environ 1 mois. Il a duré plus longtemps que prévu. Les troupes anglaises sont tombées malades, elles étaient épuisées après 1 mois de siège, c'est normal. Donc Henri V, il a abandonné en quelque sorte ses projets de conquête et il a dit tant pis, nous allons remonter à Calais parce que Calais c'était une possession anglaise déjà depuis quelques dizaines d'années. On va remonter à Calais et on va rentrer en Angleterre. On abandonne pour l'instant ces projets pour cette année-là en tout cas. Et en fait, c'est sur le chemin de retour à Calais qu'ils vont finir par rencontrer les Français. Mais donc, les Français, qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Est-ce qu'ils venaient à la rencontre des Anglais ? Mais dans quel état est l'armée française ? Mais là, en plus, il y a une grosse différence. On n'a pas de roi à la tête de cette armée. Effectivement, on sait que du fait des démences du roi de France Charles VI, on sait que lui n'était pas présent sur le champ de bataille à Azincourt. En fait, il restait tout simplement à la maison, si je puis dire. Il était vraiment, le gouvernement était vraiment géré par ses proches. Oui, d'ailleurs, je me permets de dire dans Super Joute Royale, l'autre format de Passion Médiéviste, on en a parlé de ces fois où Charles VI se faisait appeler Georges quand il était en période de démence, et même que parfois il signait ses documents Georges. C'était pas simple, effectivement, d'emmener un tel roi comme ça à la guerre. Oui, effectivement. Alors que de l'autre côté, on a le roi d'Angleterre, Henri V, qui n'est pas roi depuis très longtemps. C'est un jeune roi qui a déjà combattu auparavant. Il est assez populaire et lui, par contre, il était véritablement présent ici même sur le champ de bataille. Donc c'était vraiment un roi très populaire qui ensuite a été d'autant plus popularisé dans la culture populaire par plein d'autres différents médias. Et donc l'armée française, à la veille de la bataille, on sait qu'ils étaient plutôt confiants. On sait que les Français, ils se savaient un petit peu plus nombreux que les Anglais, et ils savaient aussi que les Anglais, ils venaient de marcher quand même pas mal de temps. Ils savaient que les Anglais étaient malades, épuisés, etc. Donc les Français savaient très bien qu'ils avaient un avantage sur les Anglais. Et c'est pour ça que la veille de la bataille, on sait qu'ils faisaient la fête, ça festoyait, etc. C'était vraiment la débandade. Et en fait, parce que ils étaient très confiants. Et on sait que de l'autre côté, à l'inverse, les Anglais, ils étaient pas du tout confiants. Ils se terraient dans le silence la veille de la bataille. Enfin, c'était une ambiance assez morose. Mais voilà, maintenant, nous, on connaît la suite de la bataille, mais il faut vraiment s'imaginer la veille, l'ambiance vraiment toute différente dans les deux camps. Et donc l'armée française, on n'avait pas une personne à sa tête, mais donc il y avait plusieurs grands commandants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y avait surtout le connétable. Donc le connétable, en fait, c'est le chef de l'armée, tout simplement. Et le connétable à Azincourt, c'était Charles d'Albret. Et c'est lui, en fait, qui commandait les troupes. Mais en fait, Charles d'Albret, il était pas issu d'une très grande famille de noblesse. Et on peut aussi dire que c'est une des raisons de la défaite, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément été très écouté par les soldats. Et donc, la bataille, elle a commencé à quel moment ? Parce qu'on dit une date, mais en fait, est-ce qu'on sait si c'est le matin, l'après-midi ? En fait, donc les armées se sont croisées ici, et en fait, la veille de la date canonique de la bataille d'Azincourt le 25 octobre, ils sont venus ici le 24 octobre. Et en fait, on sait que les Français étaient déjà en position ici sur le champ de bataille, et en fait, ils attendaient que les Anglais arrivent vers leur direction. Donc les Anglais, eux, la veille de la bataille, ils étaient à Blangy-sur-Ternoise, un petit village qu'on voit ici, qui est là-bas dans cette direction, et ils montent le plateau. Et en fait, ils sont terrifiés parce que l'armée française est en bonne santé, eux ils n'ont pas la dysenterie, ils sont frais, ils sont plus nombreux, ils sont déjà tous en armure, et en fait les Anglais ils ont tout simplement très peur. Donc en fait ils vont se regarder comme ça à distance, on ne sait pas à quelle distance exactement, on peut imaginer peut-être 500 mètres, et en fait personne ne va commencer le combat. Ils vont se regarder comme ça pendant 1 heure, 2 heures, on ne sait pas vraiment, et à un moment donné ils vont se mettre d'accord, ils vont se dire il est trop tard pour aujourd'hui, on est en fin d'après-midi, on rentre chacun de notre camp et on revient demain matin pour faire la bataille. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc les Anglais, eux, ils vont rester sur le village de Maisoncelles
et les Français plutôt sur Azincourt, sur Tramcourt, sur Ruisseauville. Ça veut dire qu'on est sur une bataille qui commence au petit jour. Dès les premiers rayons de soleil. Mais en fait, il y a eu des négociations avant de faire la bataille, mais les Français ne voulaient rien savoir, parce que comme ils étaient sûrs de gagner, ils ne voulaient rien perdre à côté. Parce qu'on sait qu'Henri V avait proposé de rendre la ville d'Harfleur, par exemple, mais bon, les Français n'ont pas voulu, ils voulaient vraiment chasser l'anglais du royaume de France. C'est dire à quel point il était désespéré, c'est-à-dire qu'il voulait rendre Harfleur, qu'il avait mis tant de temps à réussir à avoir, que c'était si pénible pour lui. Donc il voulait vraiment juste en finir et passer et rentrer en Angleterre. Ah oui, c'est ça, en fait, les hommes, psychologiquement, c'était très compliqué pour eux parce qu'en fait, ils ont fait un mois de siège, ils n'avaient plus du tout de nourriture, la saison était épouvantable, il pleuvait en continu, ils étaient dans la boue, ils avaient tous la dysenterie, c'est vraiment les pires conditions pour faire une bataille, c'est pour ça Henri V, entre guillemets, voulait rentrer simplement chez lui en Angleterre, via Calais et avec ses hommes. Donc la bataille commence le matin et alors, d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas duré très longtemps. Et auditeurs, auditrices, peut-être que vous avez en tête que Azincourt, c'est une défaite. On va le dire tout de suite en fait, parce que on est là aussi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce 25 octobre, pour que l'armée française, qui était pourtant dans de bonnes dispositions, perde. Donc en fait, il y a eu des négociations et on sait que la bataille s'est commencée à peu près vers 10h, 11h du matin. C'est surtout les Anglais qui ont commencé la bataille avec une provocation en utilisant leurs fameux archers. En fait, les archers se sont mis à genoux, ils ont pris un peu de terre dans leurs mains, qu'ils ont mis dans leur bouche en signe de communion. Et là, en fait, il y a le chef des archers anglais, Thomas Erpingham, qui dit « no strike ». Donc du coup, on y va. Et du coup, ils ont envoyé leur première volée de flèches. Et là, c'est à ce moment-là que la bataille a commencé. Peut-être qu'on peut parler de ces fameux archers. En fait, il y a beaucoup d'histoires autour de ce longbow anglais, donc ces très très grands arcs qui apparemment serait aussi un des clés du succès de l'Angleterre. Totalement, en fait, parce que tous les Anglais en fait, sont considérés dans leur fonctionnement un peu comme des réservistes, et chaque Anglais en Angleterre doit toujours avoir un arc et minimum 24 flèches, c'est dans la loi, et ils doivent tous donc être utiles au combat pour protéger le royaume, et donc du coup ils sont très très bons avec cette arme, parce qu'on sait qu'ils sont obligés de s'entraîner au moins une fois par semaine, ils doivent faire des tournois, c'est vraiment dans leur culture, et donc du coup ils ont vraiment ça dans la peau, et à l'époque un bon archer anglais est très 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 bon, puisqu'il peut tirer, on estime, entre 6 et 8 flèches à la minute, voire 10 pour les meilleurs archers, et on sait qu'à Azincourt ils étaient 7200, donc si on fait un petit calcul rapide, ça nous donne près de 50 000 flèches par minute, donc c'est vraiment incroyable. Donc du coup, les archers commencent à envoyer leurs flèches, et en fait à ce moment-là, donc la première ligne française commence à charger avec les cavaliers, avec les chevaux, mais rapidement ils sont vite embourbés parce que le terrain est totalement impraticable, c'est rempli de boue, vraiment la mauvaise idée. Donc les chevaux en plus se prennent les pieux que les archers avaient disposés devant eux, parce que Henri V avait ordonné à ses hommes de mettre tous ces pieux comme ça pour un peu faire comme un barrage, donc ils ont foncé carrément dedans, donc beaucoup déjà sont morts à ce moment-là, et ensuite pas de chance pour eux, ils étaient vraiment à bout portant des archers, donc les archers avaient juste à tirer sur les chevaux, sur les chevaliers, donc c'était vraiment un désastre. Donc du coup la première ligne principale, composée d'hommes à pied, a vu ça, et donc du coup ils ont voulu aider leurs camarades, et ils ont chargé à pied avec leurs armures, et ils sont rentrés directement vers le roi. J'ai vu aussi une histoire comme quoi les Anglais avaient des très longues lances, ou que les Français avaient des lances plus petites que prévu, ce qui a aussi compliqué ça. En fait, on a l'impression, quand on parle d'Azincourt, que c'était joué d'avance, puisque les Français étaient en supériorité numérique, on se dit c'est un bel avantage. Mais en fait, pour Azincourt, c'est un gros handicap, parce que le terrain, il était entre deux bois, comme on l'a dit, entre le bois d'Azincourt et le bois de Tramcourt, et donc du coup il faut imaginer un terrain un peu en forme d'entonnoir. Donc du coup ils avaient des lances de 3 à 4 mètres, des très longues, et en fait c'était totalement impraticable parce qu'ils étaient tous entremêlés entre eux, donc du coup ils ont dû couper leurs lances en deux pour que ce soit plus maniable. Du coup ils combattent comme ça pendant pas mal de temps, on ne sait pas pendant combien de temps exactement, et en fait il y a d'autres seigneurs, une noblesse un peu plus locale, qui va également aider les grands chevaliers, les princes de sang, sur le terrain. Et à un moment donné même les Français prennent le dessus, sauf que les Anglais reprennent rapidement le dessus, et à ce moment-là, en fait, après, on a deux éléments qui paraissent mineurs dans l'histoire de la bataille, mais qui sont très importants. C'est qu'on a le duc d'Alençon qui a failli tuer le roi d'Angleterre pendant la bataille d'Azincourt. Donc tout pouvait être décidé à ce moment-là, parce qu'on sait qu'il a sorti sa grosse hache et qu'il a donné un gros coup sur le casque d'Henri V qui était un peu sonné. Et la légende nous dit que, en fait, il y a même un morceau de la couronne du casque qui s'est décroché et qui est peut-être encore dans le champ où on marche aujourd'hui. Ça, c'est une possibilité. On va regarder au cas où, si jamais on voit un truc qui brille au milieu des carottes, ou je ne sais pas où on est, mais on va faire gaffe. C'est ça. Et en fait, malheureusement pour lui, le duc d'Alençon a rapidement été entouré par la garde rapprochée du roi et a été tué sur le champ de bataille.
la bataille aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Ça aurait pu, oui, si le roi avait été tué à ce moment-là, ça aurait été vraiment la fin, sans doute même de la guerre de 100 ans, on peut le dire, ça aurait été possible. Et donc, comment ça se passe ensuite ? En fait, le roi va commencer à prendre le dessus et il va faire pas mal de prisonniers. À l'époque, c'est vraiment le système de rançon qui est le plus important pendant les batailles. C'est-à-dire qu'on va prendre un grand noble pour essayer de demander à sa famille justement une belle rançon et on va vivre de ce principe. Et donc du coup, ils vont mettre plein de prisonniers de côté et en fait, à ce moment-là, on a deux événements qui paraissent mineurs dans l'histoire de la bataille mais qui sont très importants. C'est qu'en fait, on a le duc de Brabant qui arrive en retard à la bataille avec ses hommes. Il n'a même pas son tabard, c'est-à-dire sa tunique avec ses armoiries, il va prendre son étendard de trompette pour mettre sur lui à la place, donc en fait, il va foncer dans le tas. Donc ils vont déjà voir ça dans un premier temps, et dans un deuxième temps, en fait, il y a deux nobles locaux, donc Isambard d'Azincourt avec Robinet de Bournonville, qui sont des petits seigneurs du secteur, qui vont... Son prénom, c'était Robinet ? C'est Robinet, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas très classe, hein, mais il s'appelait Robinet. Et donc du coup, ils ont contourné le champ de bataille par le bois d'Azincourt pour essayer de prendre en revers, mais en fait, ils ont changé d'avis, et en fait, ils ont plutôt été préoccupés par la bagagerie du roi, et ils ont volé une de ses épées, une de ses couronnes, et après ils sont partis. Et donc du coup Henri V a vu ça, il y a des rumeurs qui commençaient à circuler du côté anglais, ils se sont dit, il y a des Français qui sont, des petites troupes qui sont cachées un peu partout et qui vont nous prendre par surprise. Donc là, en fait, le roi commence à paniquer et dit à ses hommes de tuer tous les prisonniers français. Ah, c'est pour ça ? Ouais, c'est ça, il y a eu un gros moment de panique, et même on sait qu'au début, les archers anglais ne voulaient pas tuer leurs prises pour avoir le butin, et en fait, il a dû demander à plusieurs reprises de les tuer. Oui, parce que déjà pour la rançon, et puis j'ai cru comprendre que ça se faisait pas trop en fait. Les nobles, on les gardait, il y avait un peu le côté respect de la noblesse, ou est-ce que c'est un peu trop exagéré ? Non, c'est exactement ça, c'est totalement interdit, donc c'est pour ça que ça a beaucoup marqué l'histoire, la bataille d'Azincourt, puisqu'il y a eu un fait vraiment dramatique à l'époque. Donc là, le roi d'Angleterre panique, il tue les prisonniers. Comment on réagit du côté français ? Du côté français, c'était vraiment un choc. Tous les soldats qui étaient présents, notamment en troisième ligne, qui n'ont pas eu le temps de combattre, parce qu'en fait, ils ont juste vu une super vue sur les seigneurs et les grands princes se faire massacrer. Ils ont pris peur, ils se sont enfuis directement. Oh, ils sont enfuis. Et donc là, on a du connétable, lui, comment ça se passe pour lui ? Le connétable, il n'a même pas vu la fin de la bataille parce qu'il est mort dans les premières minutes. Dans les premières minutes ? C'est ça. En fait, dès qu'il y a eu la première charge de prince, il était dedans et il est mort très très rapidement. Parce que ça, on l'a pas dit que aussi, apparemment, si j'ai bien compris, il y avait eu tout un effet parmi les grands de France et tout, pour dire oui, on veut être devant, on veut être en première ligne, la chevalerie, nan. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça, en fait. Ils voulaient tous avoir la meilleure place et les meilleurs honneurs pour rédiger leurs histoires, leurs chroniques. Ils voulaient vraiment avoir des chroniques remplies de succès. Et donc, du coup, ils se sont tous mis en première ligne pour avoir le privilège de massacrer l'anglais. Et en fait, ils se sont fait avoir parce que beaucoup d'entre eux combattaient pour la première fois. Il y avait beaucoup de princes très jeunes. Et en plus, comme je viens de le dire, le connétable est mort très rapidement. Donc, en fait, il n'y avait plus d'ordre. C'était vraiment... ça partait dans tous les sens. Et donc, l'armée française, là, est en débâcle. Et est-ce que c'est déjà la fin de la bataille ou est-ce qu'ils se battent encore un peu quand même ? C'est quasiment la fin de la bataille en fait, parce que les Français sont partis, beaucoup de prisonniers ont été massacrés sur le champ de bataille, donc voilà, ça sent vraiment la fin. Ils ont juste gardé les prisonniers les plus importants, forcément quand même, ils n'ont pas tué tout le monde, ils sont repartis avec des princes assez importants qu'ils ont laissés après dans des châteaux dans le Calaisis. Les princes les plus importants, on peut nommer par exemple le duc d'Orléans, le fameux Charles d'Orléans, qui a eu beaucoup de temps après en prison pour rédiger beaucoup de poèmes. Plus d'une vingtaine d'années, c'est ça ? Oui, Charles d'Orléans est resté environ 25 ans, si je dis pas de bêtises, emprisonné à Londres. Et en quelque sorte, ça a été une chance pour nous, puisqu'il a pu écrire beaucoup de poèmes, après le pauvre. Mais après, il s'est marié. Mais du coup, là, en fait, la bataille est finie. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, on a commencé environ vers 10h du matin. Et en fin de journée, il faisait nuit ou même pas ? Non, même pas. On peut imaginer une fin de bataille en milieu ou fin d'après-midi, grand maximum. Alors on en parlera plus tard parce que les chiffres des morts et même les chiffres des personnes en présence avant même qu'ils soient morts, c'est encore discuté aujourd'hui. Mais alors selon les dernières estimations, les plus récentes, on est à combien de morts en fait, là sous nos pieds en quelque sorte ? Il faut imaginer à peu près 1000 morts côté français et 500 côté anglais. Mais finalement, c'est pas un massacre total, parce qu'on a dit tout à l'heure, les armées françaises, c'était à peu près 13 000, c'est ça ? Ils étaient à peu près 12 500 et 15 000 grand maximum côté français pour 8 500, 9 000 anglais. Donc ça veut dire donc environ un homme sur 10. Bon, ok, c'est quand même beaucoup, mais on n'est pas sur un total massacre. Ce qui est important, c'est que là, oui, on a eu beaucoup, comme vous l'avez dit, on a beaucoup de nobles qui sont morts.
énormément parce que, on le verra tout à l'heure dans le musée, on a une pièce, un mémorial avec tous ces noms, et en fait, quasiment tous les noms qui nous sont parvenus jusqu'à nous sont des noms nobles. Là, on a résumé un petit peu la bataille, mais peut-être je vous propose qu'on revienne un petit peu en détail sur certains sujets, et je sais qu'ils pourront peut-être interroger les gens qui écoutent, notamment sur le côté stratégie militaire. Comment, en fait, parce que là, on a raconté rapidement la bataille, mais il y a eu des mouvements un peu particuliers. Oui, c'est vrai. Alors, côté français, il n'y avait pas vraiment de stratégie. En revanche, côté anglais, il y a eu quand même des petits mouvements, effectivement. On sait que donc au début de la bataille, les deux camps se sont un petit peu regardés sans trop rien faire. Finalement, les Anglais se décident un petit peu à avancer. Le champ de bataille, ça formait un petit peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on avait les deux bois de Tramcourt et d'Azincourt, donc de part et d'autre des camps, ce qui formait de fait un long couloir, et puis avec les bois de part et d'autre, ça faisait un peu une sorte d'entonnoir. Ce qui fait qu'en gros, les Anglais qui se sont avancés sont arrivés à peu près au bord des deux bois, et en fait ils sont arrivés au début de l'entonnoir. Stratégiquement parlant, c'était plutôt malin parce qu'ils pouvaient prévoir plus ou moins les attaques qui auraient pu arriver de part et d'autre justement de ces bois. Et ils étaient aussi, je sais pas si on l'a dit, mais je le redis au cas où, ils étaient en haut de la pente naturelle, c'est ça? Et c'est ce qui fait qu'ils avaient aussi un petit peu cet avantage. On peut le voir, juste en face de nous, il y a très très peu de dénivelé ici à Azincourt, c'est quasiment plat. Le fait d'avoir en fait une grande pente comme ça avec la chevalerie qui charge, malheureusement c'est une légende, c'est plutôt la bataille de Crécy, ça c'est pas Azincourt. Et pour revenir sur les stratégies étaient surtout du côté anglais, comme Manon a pu le dire, puisque en fait chaque archer était doté d'un pieu, et ils ont mis à chaque fois des pieux devant eux pour faire un barrage, et eux sont restés plutôt en position statique dans cet entonnoir, et en fait ils attendaient tout simplement que les Français chargent dans leur direction pour être massacrés justement avec toutes ces flèches. Et autre petite stratégie, c'est que ici en fait à cet endroit-là, dans le bois de Tramcourt, Henri V avait déposé environ 200 archers pour prendre les Français sur le côté en surprise. Est-ce que les Français avaient des archers aussi un peu ou pas ? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est vrai qu'on parle toujours des archers anglais, mais les Français avaient aussi plein d'armes de trait. Donc, ils avaient quelques archers, donc beaucoup moins que les Anglais. Mais ils avaient aussi des arbalétriers et ils avaient aussi des traits à poudre. Alors, le trait à poudre, c'est beaucoup moins connu. En fait, c'est l'ancêtre du fusil. Il faut juste imaginer un petit canon portatif qu'on porte comme ça. Et puis, en fait, on envoyait des petits boulets. Sauf que, comme ils étaient en 3e position, en fait, ils n'ont pas vraiment eu le temps de les utiliser pendant la bataille. Et la légende nous dit en fait que cette arme a tué un seul Anglais à la bataille d'Azincourt. Et on sait même le nom de cet Anglais puisqu'il s'appelait Roger Hunt. On va parler des conséquences de cette bataille un petit peu après, mais déjà, le jour même et les quelques jours qui ont suivi la bataille, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces morts ? En fait, on a eu 2 méthodes différentes. C'est-à-dire que du côté anglais, les Anglais en fait ont fait un gros tas avec tous les cadavres uniquement anglais. Ils ont fait le tri sur le champ de bataille forcément. Et ils ont mis dans une grange à Maisoncelles et ils ont mis le feu à cette grange pour crématiser tout le monde. Sauf 2 personnes, c'est-à-dire le duc d'York et le comte de Suffolk, qui étaient des personnes très importantes. Et donc du coup, ces corps, ils ont subi une méthode totalement différente, c'est qu'ils ont été ébouillantés dans des baignoires pour tout simplement récupérer les os pour que les chairs se détachent et pour amener le squelette en Angleterre. C'est le même procédé qu'on avait utilisé pour Saint-Louis, qui est mort à Tunis d'ailleurs. C'est ce que je me disais que ça me disait quelque chose, cette histoire-là. Et donc du côté français, les corps sont restés comme ça sur le champ de bataille pendant 3 jours. Donc ils ont été entièrement dépouillés, d'une part par les Anglais avant de retourner à Calais. Ils devaient être gourmands parce que même le roi Henri V avait dit à ses hommes de prendre qu'une armure par personne et pas plus pour pas être trop lourd. Et donc du coup, après ils ont été dépouillés par les villageois, par les paysans ici. Et on sait qu'au bout de 3 jours, ils étaient nus comme le jour de leur naissance. Et en fait, c'est le futur Philippe le Bon, le futur duc de Bourgogne, qui a ordonné de faire des fosses communes pour justement inhumer tout le monde. Et en fait, donc ces fosses communes, elles sont juste situées dans cette direction, à côté du bosquet qu'on voit ici au loin. Et en fait, selon les sources, il y a entre 3 et 5 fosses pour mettre tous ces soldats, tous ces seigneurs qui n'ont pas pu être identifiés. Elles ont été fouillées, ces fosses ou pas ? Partiellement, mais en fait, quand je dis partiellement, c'est très peu, parce que la dernière personne qui a pu fouiller à cet endroit, c'était au début du 19e siècle, un colonel britannique qui s'appelait le colonel Woodford, qui a fait des fouilles illégales et puis qui a trouvé quelques fragments de squelettes et un peu de mobilier. On en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que c'est possible qu'on fasse de nouveau des fouilles ? Alors je ne veux pas me rentrer dans les problèmes j'imagine, locaux, mais ce ne serait pas envisageable un jour ? On aimerait beaucoup. Après, le problème, c'est que le champ de bataille où on est actuellement est très divisé, parcellé. Et en fait, il y a plein de propriétaires différents. Donc, du coup, c'est ça qui est un peu compliqué pour organiser des fouilles. Et nous, dans un premier temps, on aimerait beaucoup faire des prospections géophysiques pour déjà délimiter les zones, notamment les fosses communes.
Oui, comme ce sont des terrains privés, on ne peut pas demander une fouille comme ça. Les gens ont besoin de ce terrain pour faire des cultures ici. Donc peut-être que dans quelques années, si tout le monde se met d'accord. Peut-être, on l'espère, on croise les doigts. Mais en tout cas, on sait également qu'il y a certains chevaliers qui ont été inhumés ici à proximité. Donc ça, c'est pas très connu, mais dans les églises du secteur, il y en a plusieurs qui sont inhumés, notamment à Auchy-les-Édins. Donc c'est un village qui est pas très loin d'ici. On sait qu'il y a plus d'une vingtaine de corps d'Azincourt encore sous l'église. Et dans les années 1930, en fait, il y a un gendarme qui a fait pas mal de recherches, notamment sur l'histoire de la gendarmerie, et en fait il s'est mis une obsession, c'était retrouver le gallois de Fougières. Alors qui est ce gallois de Fougières ? En fait c'est le prévôt des maréchaux, donc c'est l'ancêtre en fait du chef de la gendarmerie de l'époque, qui est mort ici à Azincourt, et c'est la première fois qu'on a un gendarme qui meurt sur un champ de bataille dans toute l'histoire de France. Et du coup ce squelette a été retrouvé dans les années 30, ils ont pu l'identifier, et il était exhumé et réinhumé à Versailles aujourd'hui. Ah oui, à Versailles, sympa. Il est sous le monument de la gendarmerie nationale. Vous l'avez compris, sur le champ, on n'a pas grand-chose à voir, donc on va aller un petit peu plus loin, au centre d'interprétation de Azincourt. Et là déjà, donc on est à l'accueil du centre. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu, on est sur quel type de bâtiment ? J'ai l'impression que c'est plutôt récent ici. Alors oui, effectivement, le musée, ici le bâtiment date de 2001, mais il y a eu une grosse rénovation en 2018-2019. Donc la scénographie là, actuelle, elle date de 2019 en fait, complètement. Et donc c'est vrai que c'est tout à fait récent. Et quand on a rénové, on a voulu jouer à fond sur tout ce qui est numérique. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écrans également et beaucoup d'audio à voir dans l'enceinte du musée. Oui, c'est plutôt en entre, c'est très lumineux avec des grandes baies vitrées, tout ça, c'est pas du tout, on pourrait penser, on va pas dire du mal de personne, bien sûr, mais des fois des centres un peu d'interprétation, un peu vieillots, un peu tout renfermés sur eux-mêmes. Là, déjà, on entre, on a plein de lumière, même si là, on va entrer dans le parcours et on va être un peu plus dans le sombre. Oui, exactement. Déjà, la première salle, ça va être le mémorial. Donc, on est vraiment en immersion avec tous les Français qui sont morts lors de la bataille d'Azincourt. Bon, allons-y alors. Alors, ça s'est beaucoup assombri d'un coup là. Donc là, du coup, on est dans le mémorial. Donc cette petite pièce, on a mis tous les noms des chevaliers français qui sont morts donc, pendant la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Donc on voit que c'est assez impressionnant. Dans cette petite pièce, on est rempli de noms. Il y a plus de 500 noms autour de nous. Et on se rend compte vraiment du désastre de cette bataille qu'on est dans cette pièce, puisqu'on voit qu'il y a des familles complètes qui ont été décimées. On a par exemple un exemple juste à côté de nous. Ici, on a David de Rambure, qui était le chef des arbalétriers côté français et qui est mort avec quasiment tous ses fils à la bataille. Et du point de vue scénographique, c'est une pièce qui parle beaucoup, qui impressionne beaucoup les visiteurs dès le début de leur visite, puisqu'on a ces grands panneaux de verre avec tous ces noms, et en arrière-fond, on a donc une vue de la bataille, à quoi pouvait ressembler le champ de bataille après ce désastre, donc avec les armes, les armures, les flèches plantées dans le sol, dans cette boue. Oui, là c'est comme si en fait on était au-dessus du sol, mais qu'on voit sur un mur. Alors suivez-nous, auditeurs, auditrices, avec ce sol tout boueux et des équipements un peu pêle-mêle. On peut imaginer comme si vraiment la bataille venait de se finir et qu'il reste que des petits bouts. Et ce qui est intéressant aussi ici pour Azincourt, c'est qu'on a souvent l'habitude de voir des lieux de mémoire, comme ça, des monuments pour la Première Guerre, la Deuxième Guerre, avec des noms de soldats, forcément de victimes. Mais pour la période médiévale, c'est le seul endroit en France, justement, parce qu'on a la chance d'avoir suffisamment de noms dans les archives pour faire ce genre de pièces ici à Azincourt. On en parlera tout à l'heure, ça m'intéresse énormément, ce côté mémoire. Et donc là, si on progresse, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Là, on avance un petit peu, et oui, d'un coup, là, c'est un peu moins sombre, un peu plus lumineux. On va parler pas trop fort parce qu'il y a des gens qui visitent aussi. Alors là, on se trouve dans la salle Anne-Curie, qui est la plus grande salle du musée et qui est dédiée au contexte historique. Donc là, à notre gauche, on a une frise chronologique de la guerre de 100 ans, parce qu'effectivement, la bataille d'Azincourt a lieu en 1415 et se situe pendant la fameuse guerre de 100 ans. Donc là, on est en 1415, on est plus ou moins vers la fin de cette guerre, mais c'est important pour le visiteur de bien contextualiser la bataille, et c'est pour ça qu'on a voulu remettre une frise chronologique ainsi qu'un arbre généalogique de l'autre côté. Oui, donc
en fait ici on est dans un musée, qu'on vient de dire, qui est extrêmement moderne et puis qui s'adapte à tous les publics en fait. On peut être totalement novice sur la guerre de 100 ans et apprendre et connaître parfaitement la bataille en sortant ici de la visite, ou pareil pour les érudits pour approfondir leurs connaissances. Le but c'est vraiment de s'adapter et on a plein de supports différents ici dans le musée, donc on vient de l'évoquer, l'heure généalogique, la frise chronologique, on a une petite vidéo aussi également ici qui est assez amusante, on retrace la guerre de 100 ans en 100 secondes, donc bon c'est assez sportif, il y a beaucoup d'informations, mais du coup voilà, ça plaît pas mal au public. Donc forcément, là aussi, on a des cartes qui permettent un peu plus de comprendre les différentes batailles. C'est que là, on est vraiment aussi à niveau d'homme. On n'est pas seulement le côté très macro où on voit toute la bataille, on a aussi du témoignage humain au premier plan. Oui, c'est ça. Et puis aussi le but de ce centre, l'idée c'est pas de dire les Français ont perdu, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et l'idée c'est pas non plus de dire les Anglais ont gagné, bon, voilà, c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés lors d'une bataille. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez donc effectivement à la fois du côté très moderne numérique, mais on a aussi sur les murs pas mal de représentations d'enluminures médiévales. Donc on est aussi immergé dans le Moyen-Âge avec ça, avec ce côté représentation. En fait, l'idée, c'est aussi que le musée ce soit quelque chose de très visuel, pour que ça parle vraiment, comme Ludovic l'a dit, à tout le monde. Et en plus, comme avec Ludovic, on est historien de l'art, c'est vrai que nous, les images, les enluminures, ça nous plaît beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand je suis arrivée ici, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Ouais, et comme on l'a dit, du coup, c'est aussi le but, c'est que ce soit quelque chose d'agréable pour la visite. Donc, du coup, pour le public, c'est toujours impressionnant d'avoir des images pour se replonger à l'époque. Et il faut savoir que le musée ici, sur Azincourt, a entièrement été pensé également par des historiens, notamment par Anne Curie. Donc, comme Manon l'a dit, on est dans la pièce Anne Curie, qui est une des spécialistes de la bataille d'Azincourt, et également du côté français par Bertrand Schnerb, qui est donc très connu, qui est universitaire également, et spécialiste de la Bourgogne médiévale, dont l'Artois faisait partie à l'époque. Ce que me dit, c'est que là, c'est plutôt calme aujourd'hui, parce que d'habitude, vous avez beaucoup de scolaires qui viennent par ici, c'est ça ? Au centre, on fait beaucoup d'ateliers pédagogiques pour les scolaires ainsi que des visites guidées. Comme le centre existe depuis un certain temps, les écoles, ça leur reprend l'envie de revenir à Azincourt pour leurs élèves parce qu'effectivement, le Moyen-Âge et plus particulièrement le 15e, ça fait partie du programme scolaire, notamment en primaire et également en 5e. Donc on a beaucoup d'élèves. Ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'en général, les élèves ressortent d'Azincourt en ayant connaissance un petit peu de la bataille en elle-même, mais aussi en étant contents de leur visite. Donc ça, franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Alors on avance et là on voit, on commence à avoir des objets. Maintenant on a bien eu le contexte dans cette salle-là. Et là on a des objets qui nous sont présentés. Oh wow, pardon. Pardon, je me suis arrêtée devant une vitrine. Moi, on me montre du parchemin. En plus, c'est du velin ce que je vois. Donc là, on a quelques objets de vie quotidienne avant d'arriver aux objets de bataille. Dans cette petite partie du musée, on a plusieurs petits modules pour expliquer le quotidien des personnes à l'époque et aussi des militaires forcément. Donc on a par exemple un module qui explique la religion à l'époque, la médecine avec les différents remèdes pour les blessures sur le champ de bataille, également l'alimentation, le type d'hébergement, le vocabulaire de l'époque également avec une tablette tactile. Et juste à côté, donc du coup, on a sorti il n'y a pas très longtemps donc une vitrine avec des objets du quotidien, donc des objets pour l'art de la table, également quelques petites enluminures. On a une petite chaussure d'époque, une chaussure d'enfant, qui est exposée. Ça a attiré mon attention forcément. Moi, je vois du texte avec des dorures. Moi, c'est bon, ça brille, j'arrive. Là, donc, on arrive sur une vitrine avec des vêtements. On voulait montrer justement à quoi ressemblaient les vêtements des personnes du Moyen-Âge et pour montrer justement que on est en dehors de tous les clichés, qu'au Moyen-Âge, forcément, on est propre par rapport aux idées reçues et qu'on aime bien s'habiller également avec des tenues très colorées. Et ici, donc du coup, on a tous ces vêtements qui sont crédibles pour la période 1415. Donc il faut savoir que c'est des tenues qui sont reproduites à l'identique, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les mêmes fibres, c'est-à-dire que les vêtements que vous voyez en face dans la vitrine sont 100% en laine, 100% en lin. Tout est cousu entièrement à la main et même les couleurs sont obtenues avec des plantes tinctoriales comme à l'époque. Et on voit à côté encore des enluminures, notamment avec une robe de femme où on voit une enluminure, oui, on voit que c'est à peu près la même. C'est les grandes heures du duc de Berry, c'est ça ? Oui, donc là forcément, c'est très joli si vous voulez voir des belles enluminures médiévales, c'est un bel exemple. Et donc on voit que oui, là vous avez fait un effort là-dessus pour avoir exactement les mêmes tenues de l'époque. C'est ça. Et le lien était très facile pour les vêtements et Azincourt, puisque le village d'Azincourt, en dehors de la bataille, au Moyen-Âge, c'était un endroit où il y avait énormément de moutons, donc une grosse production drapière. Selon les années au Moyen-Âge, on était entre 4000 et 6000 moutons à Azincourt pour 320 habitants, donc c'est vraiment considérable. Il y en a un peu moins aujourd'hui ? À ma connaissance, il n'y en a même pas un. Quand le retour du mouton à Azincourt, maintenant
Et juste à côté des vêtements, on a quelque chose qui m'attire énormément l'œil. Alors non, ce n'est pas un escargot. Auditeur, auditrice régulier du podcast, vous savez que j'adore les escargots médiévaux. Mais non, ce sont des carreaux de pavement. Alors qu'est-ce que c'est ? On a une petite vitrine qui parle des objets qui ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques entreprises à Azincourt, et notamment 4 très beaux carreaux de pavement, ainsi que des fragments de poterie. Et donc du coup, ces carreaux, ils ont été retrouvés en 1976 ici à Azincourt, sur le site de l'ancien château. Parce qu'à Azincourt, aujourd'hui c'est plus tout visible, parce qu'il est entièrement enfoui, mais on avait un château à la période de la bataille, donc un château où on avait donc le seigneur d'Azincourt, qui est d'ailleurs représenté, on l'a vu en rentrant tout à l'heure dans le musée, sur son cheval, dans la boue. Et donc du coup, ces carreaux ont été retrouvés chez lui totalement par hasard. Ce qui est important, c'est que en fait, le château d'Azincourt aujourd'hui il n'est absolument pas connu, et pourtant c'est grâce à lui en fait que la bataille d'Azincourt se nomme bataille d'Azincourt. On l'a vu tout à l'heure sur le champ de bataille, la bataille s'est déroulée sur plusieurs villages, notamment sur Maisoncelles, un peu sur Tramcourt et un peu sur Azincourt, mais le gros de la bataille c'était quand même surtout sur Maisoncelles. Et donc du coup, le roi Henri V, quand il est parti après la bataille, il a demandé à un autochtone justement comment s'appelait ce château, puisqu'on avait l'habitude au Moyen-Âge de donner le nom de la bataille au château le plus proche, et donc du coup c'est pour ça qu'on appelait la bataille d'Azincourt. Mais ça va, Maisoncelles, ils n'ont pas été trop énervés de « Oh, on aurait dû appeler ça Maisoncelles, non, ça va ?» Non, ça va, c'est assez fair-play. On mettra une photo sur le site des carreaux de pavement, ils sont très très beaux. Effectivement, en plus on a un visage, des animaux, on a une fleur de lys, donc ils sont magnifiques, pardon. On avance et là ça redevient plus sombre, parce que là on revient dans la bataille. Wow! All of the English army uttered a loud cry, as much to boost their own courage as to scare the French. Rather than advancing, initially, the French did not move. Là, on est passé, il y a un espace très immersif qu'on entend un petit peu en fond, donc là, ça partit en anglais. Donc là, on vient de traverser le 360, donc c'est une salle, comme vous l'avez dit, totalement immersive. On est au cœur de la bataille, c'est-à-dire qu'on est entouré d'écrans, avec un côté avec l'armée anglaise, de l'autre l'armée française. Et en fait, au milieu, on a aussi une petite carte comme ça qui évolue par rapport aux propos, aux explications, donc c'est très apprécié. Donc là, ouais, on est vraiment dans le côté très numérique, mais alors, il y a certains musées parfois où le numérique est trop poussé, et parfois, en fait, ça demande peut-être aux visiteurs trop d'investissement pour trop d'interactions, alors que là on a juste à s'asseoir au milieu et on voit en fait la bataille évoluer autour de nous avec c'est de l'animation, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un film où on voit vraiment tous les soldats qui ont été multipliés pour voir aussi le côté impressionnant de cette bataille, et voilà, ça plaît aux petits, aux grands, voilà, et c'est l'avantage en fait, c'est qu'on peut voir tout l'ensemble, tout le déroulé de la bataille du début jusqu'à la fin, puisque avant notre rénovation on avait juste une grande maquette, mais là le désavantage de la maquette c'est qu'on peut choisir qu'un moment figé d'une bataille, alors que là on a vraiment tout le déroulé. Et donc là on est dans la dernière salle du centre, mais alors quelle dernière salle ? Là on peut y passer un moment. Oui, là on peut rester pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de vitrines, parce que dans cette salle on montre principalement l'armement utilisé à l'époque, côté anglais, côté français, et aussi toutes les tenues que pouvaient avoir les militaires, donc forcément avec les armures des chevaliers, et aussi les simples tenues que pouvaient avoir donc les soldats de l'époque. Et les objets que vous avez ici, ils viennent d'où ? Est-ce qu'ils viennent d'Azincourt ou pas du tout ? Malheureusement non, on n'a pas d'objets provenant du champ de bataille, puisque les derniers objets découverts sur le champ de bataille ont été découverts par un archéologue très célèbre du 19e siècle, qui est Jacques Boucher de Perthes, qui a fait des fouilles donc à Crécy et à Azincourt, et qui a fait une donation de ses découvertes au musée de l'armée à Paris, en mélangeant ces découvertes des deux champs de bataille. Donc du coup c'est un peu compliqué parfois pour distinguer si c'est une pointe de flèche d'Azincourt ou de Crécy, et en plus ces objets sont en très mauvais état, très rouillés, parce que c'est des objets essentiellement en alliage ferreux, donc qui se conservent très mal, et donc ils ne sont même pas exposés malheureusement aux invalides. Et donc ils viennent d'où finalement ces objets alors, s'ils viennent pas d'Azincourt ? Les objets que vous voyez actuellement dans les vitrines sont des objets qui sont tout neufs, qui ont été créés pendant la rénovation de la scénographie, mais refaits à l'identique qu'on pouvait voir à l'époque. C'est-à-dire que ce sont les mêmes matériaux faits par des artisans ultra spécialisés. Par exemple, toutes ces pièces d'armure sont réalisées donc à l'identique. Donc soit on s'est inspiré de ce qu'on pouvait voir dans les enluminures, soit sur des gisants également, parce qu'on en connaît pas mal de gisants de militaires, et aussi par des vraies pièces qui sont conservées dans d'autres musées. Donc
Par exemple, le fauchon qu'on voit là-bas dans la vitrine, donc l'ancêtre du sabre, c'est la réplique exacte du fauchon qui est exposée aux Invalides à Paris. Et par exemple, la petite cuirasse qu'on a ici en face, recouverte de velours, l'original est au musée de Munich en Allemagne, par exemple. Voilà. Et en fait, on a quand même quelques petits objets dans la vitrine qu'on voit là, qui sont un peu cachés. On a quand même des objets qui sont d'époque liés à la vie militaire. Donc on a une chemise de maille, on a une épée, on a une semelle de chaussure, une dague, des pointes de flèche. Donc tout ça, c'est d'époque. Par contre, ça ne provient pas d'Azincourt, ça vient d'autres endroits en France ou en Europe. Et du coup, l'avantage aussi, comme on l'a dit, d'avoir des reproductions, c'est qu'on a la vision des objets comme ils pouvaient être à l'époque. Parce que quand on regarde là, cette épée, par exemple, toute rouillée avec le pommeau en bronze qui est ouvert, voilà, on a du mal des fois à se projeter. Et donc, on a l'avantage de voir les objets que les soldats d'Azincourt pouvaient voir à l'identique. On a encore pas mal de sujets à évoquer, mais on va aller se mettre un peu plus au calme et laisser les visiteurs et visiteuses du centre tranquilles, parce que là, on les embête depuis tout à l'heure. Donc on s'est mis un petit peu au calme, même si ça résonne, parce que vous avez pas mal de place ici. J'avais encore pas mal de questions pour parler de la bataille, mais surtout comment la bataille est étudiée. On a parlé beaucoup d'archéologie jusqu'à présent, mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est comment est-ce qu'on connaît aussi bien cette bataille. En fait, parce que on en a parlé tout à l'heure, on connaît plein de détails, on connaît vraiment presque minute par minute, parfois le déroulé de cette bataille, les gens qui étaient présents et tout ça, on en a pas mal parlé. Mais quelles sont les sources qui nous permettent de savoir autant de choses sur la bataille d'Azincourt ? En fait, on a la chance d'avoir énormément de chroniqueurs qui étaient présents lors de la bataille. On en connaît plus d'une vingtaine, à la fois côté français, côté anglais. Et en fait, ils nous font des descriptions très précises. Par contre, le problème, c'est que toutes ces petites histoires, ces petites chroniques ont souvent été rédigées quelques années après la bataille, voire plusieurs décennies. Donc, certains qui n'étaient pas forcément présents non plus. Donc, donc ils ont écrit à partir de dires. Donc, du coup, voilà, c'est pas forcément les sources les plus fiables, mais c'est quand même, ça donne de bons indices. Pourquoi est-ce qu'elle a autant marqué à l'époque ? Parce que, alors, entre nous, la France avait connu des fois des dérouillés, comme on a vu, Courtrai en 1302, Crécy en 1346. Bon, là, on est un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce que cette bataille-là a autant marqué à l'époque ? Principalement par deux raisons, parce que en fait il y a eu énormément de victimes, principalement la noblesse, les 3/4 des noms qu'on connaît aujourd'hui sont liés à la noblesse, donc du coup c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'esprit. Puis en fait après Azincourt c'était très compliqué, parce qu'il y a plein de seigneuries où forcément le seigneur était décédé, les femmes ont dû prendre des décisions, les enfants des fois étaient trop petits, donc c'était très compliqué pendant plusieurs décennies. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on a un fait qui est très marquant pour la bataille d'Azincourt, c'est que le roi anglais, Henri V, a fait exécuter énormément de prisonniers, alors que c'était interdit dans les règles chevaleresques de l'époque. Et donc, ça a très fortement marqué les esprits à l'époque. Et alors justement, si on parle un petit peu de comment est-ce qu'on parle aujourd'hui de la bataille d'Azincourt, alors j'imagine qu'il y a peut-être eu des choses, j'imagine oui, qu'il y a peut-être eu des choses qu'on a dit pendant des années qui peut-être ont changé récemment. Qu'est-ce que les études récentes peut-être nous ont permis de savoir sur Azincourt ? Oui, alors ce qui est intéressant avec Azincourt, c'est que comme ça a opposé et les Français et les Anglais, on a deux témoignages qui peuvent parfois être complètement différents, d'autant plus on a parlé d'Henri V à l'instant, mais ce qui est intéressant avec ce roi, c'est qu'il était plutôt jeune quand il a combattu à Azincourt, et quand il est rentré en Angleterre, mais il était complètement victorieux, il a été très vite très populaire, et au XVIIe siècle, donc là on saute un petit peu dans le temps, il y a Shakespeare évidemment qui a rédigé sa fameuse pièce Henri V, pièce dans laquelle il évoque évidemment Azincourt, et c'est assez rigolo quand on lit quelques extraits, parce qu'on se rend compte que vraiment Shakespeare il met en avant les Anglais, mais d'une façon vraiment ultra intéressante et ultra décalée même, parce que c'est vraiment les boss de la bataille, mais c'est normal parce que le contexte de l'époque fait qu'il faut mettre en valeur sa patrie et sa nation, si je puis dire. Donc là, quand on saute encore un petit peu plus dans le temps, on a pas mal d'historiens qui ont véritablement parlé d'Azincourt. On a notamment Philippe Contamine, Dominique Paladil, plus récemment on a Valérie Toureille, et effectivement on a également Jean Telet qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle Azincourt par temps de pluie. Donc voilà, c'est intéressant de lire chacun de ces ouvrages selon moi, parce que ça permet de développer sa propre opinion critique, dans le sens où un ouvrage qui date des années 80-90 ne va pas dire les mêmes informations qu'un ouvrage qui date de 2019 par exemple. C'est normal parce que l'histoire fait qu'on avance, on fait de nouvelles découvertes et on essaye de recouper un petit peu les informations effectivement. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut... Alors aujourd'hui, là on enregistre en 2025, qu'est-ce qu'on peut dire qui a été dit de faux sur Azincourt dans les décennies précédentes, et qu'aujourd'hui, non, à partir des recherches, à partir des découvertes récentes, on peut dire non, c'est pas tout à fait ça.
Quand on pose cette question, forcément, parce qu'on sent tout de suite sur les chiffres, concernant les effectifs, parce qu'en fait, depuis des décennies, voire des siècles, on a eu énormément d'effectifs totalement différents. Par exemple, maintenant, on venait de parler de Shakespeare. Shakespeare nous dit qu'il y avait à peu près 60 000 Français contre 6 000 Anglais. Donc, ils sont vraiment forts, ces Anglais, du coup. Et du coup, on sait que ces chiffres ont été repris d'un chroniqueur plus ancien, mais que ces chiffres sont archi faux. C'est d'ailleurs les chiffres qui ont été repris par Jean Telet, les chiffres de Shakespeare. Mais en fait, on a plein d'historiens encore aujourd'hui qui débattent autour des chiffres. Et nous, ici à Azincourt, on a choisi de suivre les chiffres d'Anne Curie, donc qui sont beaucoup plus modestes et beaucoup plus réalistes, parce que avoir plus de 100 000 personnes sur un champ de bataille, c'est totalement impossible pour le Moyen-Âge. Ça, c'est pas avant l'époque de Louis XIV. Et en fait, nous, ici pour Azincourt, grosso modo, on est sur 12 000 Français pour 8 500 Anglais. Ah oui, ça fait beaucoup relativiser quand on dit il y avait 3 fois plus de Français que d'Anglais. Finalement, non, pas tant que ça. C'est ça. En fait, les Français, ils étaient un peu plus nombreux, c'est vrai, mais c'était pas non plus, comme on vient de le dire, plus de 100 000 personnes. Tout ça, c'est totalement impossible pour l'époque médiévale. Donc du coup, on a parlé des vivants, mais aussi les morts, parce que en fait, même déjà dès les chroniqueurs de l'époque, on a des chiffres qui sont faux. Par exemple, si on prend Monstrelet, donc j'ai plus le chiffre exact, mais il nous dit à peu près 3000 personnes du côté français, des choses comme ça. Et en fait, on sait aujourd'hui que Azincourt, grosso modo, c'est à peu près 1500 morts, tout confondu. Donc 1000 morts côté français et environ 500 côté anglais. C'est des petits chiffres par rapport à ce qui a été dit auparavant, mais en fait, pour la période médiévale, ça reste quand même une très grosse bataille. On a rarement autant de morts. Parce qu'en fait, on a un peu l'idée qu'au Moyen-Âge, on se battait tout le temps, mais en fait, les batailles comme ça, c'est finalement plutôt rare, même en pleine guerre de 100 ans. Donc, en fait, même ce petit nombre de morts a quand même des grosses conséquences, comme on l'a vu. C'est ça, en fait, les batailles rangées sont assez rares au Moyen-Âge, il y en a quand même assez peu. Généralement, quand on fait des campagnes à l'époque de la guerre de 100 ans, c'est surtout des sièges. Mais aussi, alors ce qui est très intéressant sur le côté vision du XXIe siècle, c'est que ici au Mémorial, au centre d'interprétation, c'est que vous avez en fait donc des visiteurs français et donc on l'a dit, des visiteurs anglais. Mais je veux bien qu'on parle un petit peu de ça, de quelle vision les Anglais ont aujourd'hui de cette bataille. On a encore beaucoup de Britanniques qui viennent visiter le centre, parce qu'en fait, quand ils viennent à Azincourt, pour eux, c'est un peu venir en pèlerinage. C'est l'endroit de la grande victoire, et Azincourt parle encore à tout le monde en Angleterre. C'est encore étudié, c'est leur grosse victoire du Moyen-Âge. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que même quand on va en Angleterre, le mot Azincourt est un peu encore partout. Il y a beaucoup de rues qui s'appellent Azincourt. Il y a même une petite place à Londres qui s'appelle Place Azincourt. Si on pousse le bouchon un peu plus loin, on a même des laveries automatiques qui s'appellent Azincourt. On a même des déménageurs, il y a plein de choses, tout s'appelle Azincourt en Angleterre. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu récemment que les Britanniques voulaient nommer un sous-marin par le nom d'Azincourt. Alors, c'était un projet, ça n'a pas abouti, il a été renommé autrement, mais pareil, c'est intéressant parce que ça montre que vraiment, dans la mémoire collective anglaise, la bataille, elle est vraiment archi connue, peut-être même plus connue dans les détails, en tout cas par les Anglais, qu'en France. Parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de visiteurs qui connaissent Azincourt, évidemment, de par le nom. Mais à part le nom, parfois, c'est un petit peu flou. Parce qu'évidemment, Azincourt, on l'étudie à l'école, notamment en primaire et en 5e. Mais après, Azincourt, on n'en parle plus vraiment. Donc, je pense que pour les Anglais, c'est quand même plus présent dans la mémoire collective que par chez nous. Et alors j'ai vu aussi que chez les Anglais, une des raisons de la défaite française, c'est qu'apparemment les chevaliers français auraient été trop arrogants. En fait, c'est vraiment apparemment une grosse vision anglaise. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça ? C'est un point qui est assez vrai, puisqu'en fait, pendant la bataille, tous les princes de sang en fait, voulaient avoir les honneurs de la victoire, dont beaucoup en fait, participaient à une bataille pour la première fois, donc ils étaient totalement inexpérimentés. Ils voulaient tous être au premier rang pour avoir tous les honneurs, pour massacrer l'anglais, massacrer l'ennemi, sauf qu'en fait, ils se sont fait avoir et ils ont perdu la bataille. Mais c'est pas uniquement le seul fait qui peut justifier la défaite, puisque par exemple, on sait que du côté français, qui avait pourtant le privilège du terrain, parce qu'ils sont arrivés ici à Azincourt avant les Anglais, ont pris des labours pour mettre leurs 3 lignes d'armée et ont laissé une pâture aux Anglais, donc du coup beaucoup plus propice pour la bataille. Ouais, donc cette vision anglaise n'est peut-être pas si éloignée de la vérité que ça. Alors, et pour finir, on en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qu'on a comme études récentes, en tout cas que vous avez pu voir et dont vous avez entendu parler, qu'est-ce qu'on a comme études récentes qui ont été faites sur Azincourt et peut-être des découvertes ou en tout cas des apports à l'histoire récents ? Alors le plus récent, selon moi, c'est l'ouvrage de Valérie Toureille, qui date de 2019 ou 2020, si je ne dis pas de bêtises, donc qui s'appelle Le drame d'Azincourt. Sa thèse est assez intéressante dans le sens où elle explique que la bataille, bien que défaite française, elle a contribué à forger ce qu'on peut considérer comme le premier sentiment national français.
comme des fêtes françaises. Les Français se sont dit bon, c'est une défaite, mais on va essayer de se fédérer en fait finalement pour la suite. Bref, donc ça c'est un ouvrage l'un des plus récents, mais c'est vrai que quand on parle d'Azincourt, on a peu de choses qui sont réalisées en fait, et on a également les ouvrages d'Anne Curry, qui est vraiment la boss, spécialiste britannique de la bataille, et qui elle a beaucoup aidé lors de la rénovation du musée dont a parlé Ludovic tout à l'heure. Mais donc finalement, est-ce qu'il y a encore des choses à étudier sur Azincourt aujourd'hui ? Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire un mémoire ou une thèse, est-ce que selon vous, il y a encore de la matière à étudier ? Oui, totalement. En fait, on peut encore explorer toutes les facettes de la bataille, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de chroniqueurs qui parfois même se contredisent. Donc, du coup, ça serait bien d'avoir un aspect plus moderne, et puis pour voir si vraiment faut trier le vrai du faux. On l'a parlé tout à l'heure avec les chiffres, parce que les chiffres qui sont annoncés par Anne Curry, c'est des chiffres qui sont assez récents, il y a encore quelques décennies. On parlait des chiffres de Shakespeare, c'est marrant, même dans l'évolution du musée. Ici, on a donc des agents dans le musée qui ont travaillé depuis le début des années 2000, et en fait, quand ils faisaient des visites guidées, en fait, ils nous disent encore aujourd'hui, c'était pas du tout les mêmes chiffres, en fait, et ils se sont adaptés au fur et à mesure de la recherche. Donc en fait, ça évolue encore en continu. Tout à l'heure, quand on était dans le mémorial, Ludovic disait qu'il y avait environ 500 noms. On a seulement même pas la moitié des noms véritablement. Donc ça, c'est pareil, ça peut être aussi un sujet intéressant. Les noms des soldats français qui sont tombés à Azincourt, même si c'est toujours difficile de retrouver les noms précis. Mais sinon, comme on en parlait un petit peu également tout à l'heure, tout ce qui est histoire militaire à l'époque, ça peut être aussi des sujets intéressants. Avec quoi est-ce que l'on combattait ? Qu'est-ce qui est resté véritablement sur le champ de bataille ? Où sont partis les objets ? Donc voilà, il y a plein d'aspects un peu niche qu'on peut trouver sur Azincourt, parce qu'effectivement, comme on le disait, Azincourt c'est connu par le nom, etc. Mais on peut quand même farfouiller pour trouver 2-3 petites thématiques qui sont intéressantes. Et du coup, comme tu viens de le dire, l'année dernière, j'avais discuté justement de ce propos avec Anne Curry, qui était venue pour faire une conférence ici à Azincourt, et elle me dit justement que du côté anglais, elle avait énormément travaillé, elle avait épluché quasiment toutes les archives, donc là, il n'y avait plus beaucoup de pistes de recherche. Par contre, du côté français, qui avait énormément de travail, parce qu'on a encore énormément d'archives non consultées, et pour la petite anecdote, il y a plus d'1 an et demi, je suis tombé totalement par hasard sur des petites quittances de soldes, période 1415-1416, et qui en fait étaient des soldats Tanguy du Chastel, qui était le prévôt de Paris à l'époque, qui a participé à Azincourt et qui a eu la chance de survivre à cette bataille. Et grâce à ces papiers, on a 5 noms en plus de participants à la bataille, totalement inédits. Donc vraiment, si quelqu'un veut se plonger dans les archives en choisissant peut-être un des angles que vous avez évoqués, il y a encore du boulot, quoi. Énormément. Pour finir cet épisode, on s'est encore déplacé. On va expliquer un petit peu comment venir ici et quelles sont un peu les actualités que vous avez en ce moment. Pour venir au centre Azincourt, c'est un petit peu compliqué dans le sens où malheureusement le village n'est pas desservi par une gare, donc déjà en train c'est un petit peu complexe. Le seul moyen pour venir ici c'est en voiture, par taxi ou par véhicule personnel. Donc le centre est ouvert tous les jours sauf le mardi, et on est ouvert toute la journée en continu, à partir de 10h jusqu'à 17h30 hors saison, et en saison on est ouvert jusqu'à 18h30. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Pas mal d'activités à venir. La prochaine en vue là, ce sont les journées des métiers d'art. On va parler de quelques métiers d'art médiévaux, donc ça c'est la fin du mois de mars. Ça sera passé quand le podcast sortira, mais toujours est-il que voilà, on essaie de faire des petits événements un petit peu tous les mois. Mais là le gros événement de cette année, ce sera les 12 et 13 juillet. C'est ça, donc du coup les 12 et 13 juillet on va faire une grosse fête médiévale. Ça existe déjà depuis de nombreuses années ici à Azincourt. C'est un événement qu'on fait tous les 2 ans, donc ça tombe cette année en 2025. Donc c'est une grosse fête médiévale où on refait forcément la bataille d'Azincourt, avec un camp militaire entièrement reconstitué avec plein de troupes qui viennent de toute l'Europe. Là on va avoir des archers, on va avoir plein de spectacles différents, on va refaire même des joutes équestres, on va avoir des tournois également avec remise de trophées, des spectacles de rapaces, des artisans qui vont montrer leur savoir-faire. Voilà, il y aura énormément de choses, et pour tous les goûts et pour toute la famille, pour tout le monde. Donc on rappelle, ce sera les week-ends des 12 et 13 juillet, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Merci énormément. Vous avez été vraiment passionnants tous les deux. Alors je le redis, et pour être tout à fait transparente, donc cet épisode était une commande de la part du centre. Mais comme je dis toujours, en fait, moi, mes épisodes, même si je suis rémunérée comme aujourd'hui, en fait, je me dis toujours, est-ce que cet épisode m'aurait inspiré ? Est-ce que j'aurais voulu faire cet épisode, même si je n'avais pas été rémunérée ? La réponse est oui. Donc voilà, le sujet est passionnant, et en fait, je pense qu'effectivement, on l'a dit, Azincourt, on connaît 2 noms, mais en fait pas assez. Donc merci énormément à tous les deux pour vos enseignements, mais passionnants. Et puis je pense que maintenant on a donné envie de venir, ça c'est clair.
Et auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, il y aura un article sur le site qui accompagne l'épisode avec des photos, voilà, pour voir au-delà de l'audio. Et si jamais ce contexte vous intéresse, alors rappelez-vous, j'ai fait un épisode qui parle du traité de Troyes. Un traité entre la France et l'Angleterre, un traité très discuté qui a eu lieu finalement pas beaucoup de temps après la bataille qu'on a évoquée aujourd'hui, donc vous pouvez aller l'écouter. J'ai fait aussi un épisode où on a parlé de Jeanne d'Arc. Alors c'était surtout Jeanne d'Arc du point de vue du médiévalisme, mais vous pouvez aussi écouter ça. J'ai fait aussi un épisode sur La Hire et Pothon, qui sont 2 capitaines de Charles VII, donc un peu plus tard par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, mais qui vous intéresseront peut-être à l'écouter tout ça. Allez voir en tout cas sur passionmédiéviste.fr, il y a beaucoup d'épisodes où on parle de la guerre de 100 ans. Peut-être les épisodes du format Super Joute Royal, où alors là on a raconté un peu plus en détail pas mal de choses. Allez voir tout ça sur passionmédiéviste.fr. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste hors les murs ou un autre épisode, on verra. Salut!